Épisode 34, Simon. Avant de commencer, je préfère te prévenir, cet épisode peut heurter ta sensibilité, donc tu n'hésites pas à sauter les passages qui te dérangeraient. On partit, aussi silencieusement qu'un vol d'oiseaux de nuit, en évitant les sentinelles du cimetière marin, les seuls encore stationnés de ce côté de l'île, selon ce qu'avait décidé Bruno. Était-ce Bastien de garde, à la pointe Saint-Élaphe, comme 2 jours plus tôt? Risquait-on de le croiser? La nuit était si noire, si épaisse, si aveuglante. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander. Comment il a fait, Simon? Comment il a fait pour retrouver l'île, sans une lumière, sans un phare pour le guider, de nuit? À moins qu'il soit arrivé avant la tombée de la nuit. Et pourquoi dans ce cas, il n'a pas fait de feu? Pourquoi ce rendez-vous? Pourquoi se cacher des adultes? Pourquoi son arrivée doit-elle rester secrète? On arriva devant le fort L. C'était toujours cette silhouette sombre et noire, comme il me semble que ce soir, je le percevais différemment. Je le trouvais moins menaçant, parce qu'il y avait une chance, un espoir raisonnable, que notre ami y soit réfugié, qu'il nous attende, vivant. On planqua nos vélos à l'endroit habituel. On alla vers le fortin nord-ouest. Hugo éclaira la fenêtre. La grille est en place. Il n'est pas là. Si, dit Luna, il est forcément là. Il n'avait aucune chance d'atteindre la grille tout seul, et puis, il n'avait peut-être pas de tournevis. Mais si ça se trouve, il est quelque part dans le coin, à nous guetter. Ou bien, il est passé par le passage du mur ouest, et il nous attend à l'intérieur. En escaladant, demanda Hugo, dubitatif. De nuit. Ouais. On attendit, en l'appelant de temps en temps. Simon. Pas trop fort, pour ne pas alerter les sentinelles. Puis, je dis. On prend des branches mortes pour faire des torches, et on entre. On les allumera à l'intérieur. Ils firent ce que j'avais décidé. Ils ramassèrent du bois. Blanche monta sur les épaules de Luna, Hugo leur passa son outil, elle souleva la grille, se glissa à l'intérieur, et nous lança l'échelle de corde. On se hissa l'un après l'autre. Hugo me passa les branches, il montait en dernier. Je lui dis. Remonte la corde, mais ne revise pas. On risque pas d'avoir des curieux cette nuit. Et si ça se trouve, on sera content de pouvoir filer vite fait. Oui, j'avais eu cette pensée, sans savoir pourquoi, comme une prémonition. On progressa dans le tunnel d'obscurité. Un instant, je pensais à Michael, notre copain qui avait tellement la trouille là-dedans. Quand on s'en sortit, qu'on déboucha dans les premières portes-pièces. Bon, je reprends à la Antane. Hein. On progressa dans le tunnel d'obscurité. Un instant, je pensais à Michael, notre copain qui avait tellement la trouille là-dedans. Quand on en sortit, qu'on déboucha dans les premières pièces ouvertes sur la cour, après avoir traversé les ténèbres, la nuit nous parut moins sombre. La cour carrée était vaguement éclairée, de fait, par le ciel, malgré les nuages. La pierre blanche ressortait dans la nuit comme l'aurait fait l'écume de la mer ou de la jade, quelque chose de luminescent. On voyait les rangées d'arcades, les pavés luisants de la pluie récente. « Allumez les torches !» ordonnai-je. Blanche tenta. « Simon !» Luna cria plus fort. « Simon !» Une silhouette sortit des ténèbres. Elle était cachée derrière un pilier. Dans l'obscurité, son corps à moitié nu était blanc comme la pierre. « Je suis là. » Sa sœur et la mienne se précipitèrent vers lui. Il étreignit d'abord Blanchette, puis je le vis attraper Luna par les épaules, l'embrasser comme un guerrier de retour du combat. Elle eut un mouvement de recul assez brutal après leur baiser. Simon fit 2 pas vers nous, les garçons. « Vous ne saluez pas votre capitaine ?» Hugo releva la tête, il était en train d'enflammer une des 2 torches péniblement. « Messieurs, le fort est à nous !» récita-t-il. Et j'entendis son sourire dans sa voix. Moi,
Je n'avais pas envie de m'offrir un remake de nos jeux d'avant. J'avais envie de comprendre à quoi tout ça rimait. On fait quoi ici? Pourquoi tu te planques? Pourquoi tu planques ton retour? Demandai-je. Je vais vous expliquer. Vous allez m'expliquer. Je terminai la formule rituelle. Dans ce cas, à l'assaut. À la casemate du commandement, répondit-il. Je savais déjà, à sa voix morne, presque métallique et sans timbre, qu'il ne s'amusait pas davantage que moi, que le temps du jeu était définitivement passé, pour lui aussi. Attends, dit Hugo, j'enflamme d'abord les torches. Non, on fera ça là-bas. On traversa la cour, on entra dans le fortin, on évita les panneaux en travaux, danger de chute, et on rejoignit la casemate D. Hugo s'escrima encore un peu sur la résine des branches de pin avant de parvenir à en enflammer une, puis une deuxième. La résine grésilla, craqua. Elle éclairait la pierre, la faisait paraître jaune, chaude et presque tremblante. On les prit, Luna et moi, on les brandit à bout de bras. On vit Simon alors, parfaitement. Il était nu à partir de la taille. Il n'avait pas quitté sa combinaison, dont il avait seulement retiré le plastron et les bras, qui pendaient autour de ses reins. Sale de crasse et de sel, les cheveux emmêlés par sa nage prolongée, le torse nu zébré de griffures, de bleu, de traînées de boue ou de sang que la mer n'avait pas lavé. Son visage était épuisé et dur, son corps amaigri, nerveux. On sut, rien qu'à le voir, qu'il avait traversé l'enfer. Il avait réussi à ramener dans sa traversée sa paire de baskets, dont il était chaussé, pieds nus. Ou peut-être venait-il de les récupérer chez lui, en déposant la palme qui nous avait avertis. Blanchette se tenait à côté de lui, trépignante. Elle ne l'avait pas lâché d'un pouce depuis qu'elle l'avait retrouvé. Incrédule et paisible, son visage rayonnait. Ça me rappelait les premières fois que Jean était parti une semaine en vacances et qu'à son retour, nous tournions autour de lui comme des jeunes animaux autour de leur mère. « Maxence n'est pas là » demanda Simon. « Non, fis-je. Il n'a pas apprécié que tu lui voles sa combi et ses palmes. » Il eut un hochement de tête entendu. Tant pis pour lui. « Tu es revenu à la nage » demanda Luna, impatiente qu'il raconte. « Ouais. J'en ai bavé, franchement. Mais ça a fini par se faire. »« Pourquoi t'as pas volé une barque ?» demandai-je. « Pourquoi t'as pas allumé de feu sur Aîné ?» J'eus un ton de reproche, plus accentué que je ne l'aurais voulu. Il fit un signe de la main pour me dire d'attendre et s'assit sur un bloc de pierre. Son bloc. C'était là qu'il s'installait toujours quand nous jouions, pour organiser en capitaine le plan fourni par Maxence et précisé par moi, pendant qu'Hugo faisait le feu, à côté. D'ailleurs, cela sembla agir comme un signal. Mon pote passa dans la pièce d'à côté, ramassa quelques broussailles et du bois mort, revint les poser à 2 mètres de Simon et les enflamma aux torches. Le feu crépita, il y jeta 2 branches plus grosses, retira et éteignit les torches dont on aurait besoin tout à l'heure pour ressortir. Pensait-on. La lumière s'intensifia, parut blanche puis jaunie. Les flammes, au ras du sol, nous éclairaient par en dessous, distribuant sur nos visages des ombres inquiétantes. On s'assit autour du feu, instinctivement, comme à un camp. Blanche resta debout, à 1 mètre de son frère, vibrante comme un chiot qui attend un signal de son maître pour venir recevoir des caresses de nouveau. Je suis arrivé à la pointe hier. J'ai vu à la jumelle le bateau échoué, à côté du port, le cabine cruiser, et je n'ai aperçu aucune lumière de sentinelle à Coupedon la nuit dernière. Alors j'ai eu peur que la maladie soit... C'est Gilles qui est revenu en bateau, le coupa Hugo, avec sa fille et mes sœurs. Ils sont malades? Non, on ne sait pas. Il a tué Pascal et André a tué Françoise. Simon hocha la tête. Son indifférence me frappa. Il ne paraissa même pas surpris. Putain. Ah bah oui, là ça le fait pas. Si je commence à faire du mal au passé simple. Simon hocha la tête. Son indifférence me frappa. Il ne paraissait même pas surpris, et pas compatissant non plus. Il s'y attendait, ça le confirmait dans ses intuitions, voilà tout. Nous échangeâmes un regard choqué avec Luna. Qu'est-ce qu'il avait traversé pour que...
Je me suis dit que si la maladie était arrivée sur l'île, je devais me méfier. Alors j'ai attendu la marée basse et le soir. J'ai nagé et j'ai réussi à traverser. Il releva la tête, nous regarda avec fierté. Il ne changerait jamais. En arrivant à Coupedon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sentinelle. Personne. Je me suis dit que vous étiez peut-être tous au réfectoire. J'ai pensé que c'était bon signe. Mais devant chez vous, il y avait des débris de meubles encore fumants, comme si vous aviez été pillés. Il s'était tourné vers Luna et moi. C'était surtout à elle qu'il parlait. Et chez nous, par les fenêtres, j'ai vu des affaires qui n'étaient pas à nous, poursuivit-il. Je me suis dit que, si ça se trouvait, vous étiez mortes toutes les deux. D'un geste, il attira Blanchette contre lui caressa les cheveux, distraitement. Que vous étiez tous morts. Alors je vous ai donné rendez-vous ici, parce que je voulais être sûr que ceux qui arriveraient seraient indemnes. Seuls des gens sensés comprendraient le rendez-vous. Et puis, il faut au moins être deux pour rentrer par le passage. Il faut être capable de s'accorder, de se coordonner. Il hocha la tête, comme pour se confirmer son propre stratagème. Chose que tu ne peux pas faire avec la moque, ajouta-t-il sombrement. Tu as vu quoi là-bas demanda Luna. Vous ne pouvez pas imaginer. Il secoua la tête, théâtral. Je ne pus retenir un demi-sourire. Même s'il était vraiment éprouvé, j'avais l'impression qu'il ne pouvait pas s'empêcher de poser, de jouer au héros fatigué. Mais son histoire se tenait. S'il était arrivé la peur au ventre, le cabine-cruiser échoué, l'absence totale de vie, la table devant chez nous avec des bouteilles de bière vides, le lit brûlé, et le fait qu'il y ait des affaires de garçons sur le sol dans la chambre de Blanchette, oui, il y avait parfaitement de quoi s'inquiéter, de se méfier. Surtout s'il avait dû se terrer pendant 15 jours. Ta mère et Blanche sont venus chez nous après ton départ, expliqua Luna. Et ensuite, Gilles et André ont tué papa et François sur la jetée, ça a été horrible et c'était des accidents, je pense. Elle me regarda comme giflée. Je l'avais coupée, et pour dire ça. Mais moi, je ne voulais pas de la compassion de Simon. Je m'en foutais qu'il pense que ça avait été dur pour nous aussi. Je voulais juste qu'il arrête de se méfier de nous et qu'on en apprenne davantage. Les autres nous regardaient. Ça n'avait rien à voir avec la moque, insistai-je. C'était des meurtres évitables. Ils n'ont pas fait de crise depuis. Je le regardai dans les yeux. C'était lui le spécialiste. Il sembla approuver mon diagnostic. Ensuite, Hugo et Jeanne sont allés s'installer chez vous, le temps que Cyril, Julie et Eva fassent leur quarantaine, ajoutai-je. Donc maman va bien ? On hocha la tête, tous les quatre en même temps. Il soupira. Je vis le soulagement transformer brutalement son visage. Un instant, il redevint celui que nous connaissions avant les événements. Le Simon frimeur, hautain, insupportable mais joyeux, moqueur, heureux aussi. C'était sa première réaction normale, humaine en un sens depuis qu'on l'avait retrouvé. Tout va bien, insistai-je. La maladie n'est pas ici. Blanche tiqua pour la première fois. Et je te rends ta maison demain, fit Hugo. Et Camille ? Jean ? Demanda Luna. Tu les as retrouvés ? Elle avait formulé sa question posément, bizarrement, en articulant trop, pour qu'il comprenne, comme s'il était un étranger en voyage. L'indifférence de Simon à la mort de papa l'avait blessé. Le remarqua-t-il ? Non, répondit-il. Enfin si. Vous pouvez pas imaginer. J'ai mis 2 jours à arriver à La Rochelle, je me suis fait courser par un malade qui voulait me tuer, et ensuite j'ai vu un mec en bagnole qui rôdait. Il était en chasse. Alors j'ai évité les villes. Et puis, en arrivant là-bas, c'était un carnage. Toutes les boutiques pillées, dévastées, des bagnoles brûlées dans les rues, et des morts. Plein de morts. Des femmes, des hommes, des enfants, tués, laissés comme ça dans la rue. Exactement comme on le craignait. Je faillis dire qu'Eva et Julia nous avaient raconté la même chose à Bordeaux,
Mais je ne voulais pas l'interrompre. Il avait dit quelque chose à propos de Jean et de Camille. Enfin si. S'il avait besoin de raconter tout cela pour aller au but, autant qu'il le fasse vite. J'eus un pressentiment terrible tout à coup. Je suis allé directement à l'internat du lycée, en évitant les ruelles, en évitant les gens. Il restait des vivants dans les ruines, mais certains avaient l'air fous. Il m'a fallu encore une journée pour accéder au couloir des dortoirs. Quand je suis entré dans l'internat, j'ai vu qu'il avait été pillé, dévasté. Il y avait des corps dans certaines chambres, chez les filles, chez les garçons, des gens égorgés, massacrés. Des dingues avaient semé la mort partout. Mais vas-y, bon Dieu, arrête de nous faire attendre, pensai-je. Accouche! J'ai cherché partout le corps de Camille. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché pendant 10 jours, dans toute La Rochelle. J'ai fait tous les quartiers, toutes les rues, une par une, en appelant son nom. Malgré les risques. Les quelques survivants à qui j'ai pu parler ne la connaissaient pas, ne l'avaient pas vue. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a fui, dès qu'on a annoncé la catastrophe. Peut-être qu'elle est à l'abri en Espagne, ou quelque part ailleurs. Ou même encore en ville planquée quelque part. Sa voix se fit sourde, douloureuse. Je ne sus pas. Je ne comprenais pas son humeur. Je ne le reconnaissais pas. Ou peut-être qu'elle est une des dingues, elle aussi. Il avait dit ça comme le reste, avec une sorte de distance. Il caressait distraitement le dessus des cheveux de Blanchette qui, je le voyais, changeait d'appui de temps en temps, d'un pied sur l'autre. Peut-être avait-elle envie de s'asseoir maintenant, ou de ne pas entendre. Parce que ce qu'il racontait confirmait ses pires craintes. L'Amok, sa sœur. Ou peut-être l'étreignait-il trop fort, depuis trop longtemps. Hugo se leva, alla chercher 3 grosses branches à côté pour réalimenter Feu. Simon le regarda faire, comme s'il attendait tout son auditoire pour reprendre. « Et Jean » demanda Luna, presque furieuse maintenant qu'il nous fasse poireauter. Jean, je l'ai trouvé. On se redressa tous les deux en même temps, ma sœur et moi, et on se figea, tous les deux à mi-course parce que notre frère n'était pas là, qu'on comprenait ce que ça voulait dire. Je jetai un regard à Simon. D'un battement de paupières, il me confirma la nouvelle. En fait, c'est plutôt lui qui m'a trouvé, précisa-t-il, d'un ton traînant, presque las. Le 3e jour, pendant que je rôdais encore autour des ruines incendiées du lycée. Il était vivant ? Le pressa Luna. Et j'aurais posé la question moi aussi, si elle ne l'avait pas fait. Pour être sûre. Même si j'avais immédiatement saisi la voix blanche, sinistre, et ce « c'est lui qui m'a trouvé », et le nom, enfin si, tout me parut parfaitement clair. Simon me le confirma dans les paroles suivantes. « Il était dingue, dit-il, dans une rage folle, incontrôlable. Quand il m'a vu, il s'est mis à me courser. Il m'avait reconnu. Il m'appelait par mon nom. Il avait une sorte de pied de biche à la main, une baramine, effilée au bout. Et j'ai compris qu'il allait me tuer. » Luna, debout, figée, secoua la tête, incrédule. Hugo, bouche bée, attendait la suite. Blanche avait fait un pas de côté pour voir le visage de son frère. Simon se leva. « Et alors ?» dis-je, pour lui permettre de finir. Je lui ai gueulé de me laisser, que nous étions amis. Je lui ai lancé vos noms pour qu'il se rappelle, mais il n'y avait rien à faire. J'ai essayé de lui échapper, je suis monté à l'étage de l'internat, mais il me poursuivait encore. Alors, j'ai poussé dans l'escalier un meuble qui était sur le demi-niveau, une bibliothèque haute de 2 mètres, et ça l'a écrasé. C'est pas ce que j'espérais, mais il ne s'est même pas écarté pour l'éviter. Les ombres dansaient sur son visage, lui donnant un air fantastique, et, à cet instant, malgré l'indifférence ennuyée et la distance de son ton, malgré ce qu'il racontait, ce n'étaient pas des lueurs diaboliques, non. C'était juste le visage d'un garçon qui revient de l'enfer et se souvient. Et moi j'essayais de ne pas dire « salaud ». J'essayais de penser « putain, il n'avait pas le choix ».
parce que c'était vrai. Ensuite, je suis descendu voir. Il avait une affreuse blessure au visage et ne pouvait plus bouger, coincé sous la bibliothèque. Je crois que sa baramine l'avait transpercé dans sa chute, parce qu'il crachait un peu de sang. Comme papa, songeai-je. Il est mort comme papa, même si ça n'avait rien à voir. Il était foutu, reprit-il. Je ne pouvais pas le soigner, et il m'insultait encore. Il essayait de me saisir la gorge, de me blesser, en dégageant la baramine coincée sous lui. Il ferma les yeux. Alors, je l'ai achevé à coups de pierre. La suite au prochain épisode.